Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être là ce soir. On est ravis de vous accueillir pour ce tout premier Dom Rider Dev Talk. Ce soir, au programme de la soirée, on va commencer par une introduction à la blockchain et ensuite une session de live coding par Étienne. Je vous invite à réagir tout au long de la soirée avec le hashtag DevTalk. On compte sur vous pour faire un peu bouger Twitter. Je vous rappelle également que actuellement Dom Rider recrute. Donc si vous voulez vivre une super aventure avec de beaux projets, vous retrouverez à l'intérieur de votre sac une petite carte avec une adresse email, le joinus@domrider.com. Je vous invite vivement à envoyer vos CV si vous voulez vivre une toute nouvelle aventure. Je vais laisser la parole du coup à Étienne et à Mike pour la première partie de cette soirée. Merci à vous. Ok, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour nous écouter. Ce soir, on va vous parler de blockchain. Parce que la blockchain, c'est notre cœur de métier à Dom Rider. Donc on va essayer de vous expliquer, de vulgariser autant qu'on y arrive. Qu'est-ce que la blockchain et comment ça marche, quels sont les tenants, les aboutissants. La blockchain, d'abord, c'est un réseau maillé, pair à pair, où chaque nœud contient une partie ou l'entièreté de cette blockchain, que nous allons expliquer en détail ce qu'elle fait. C'est un réseau, du coup, comme c'est marqué décentralisé, mais c'est surtout un réseau, comme je viens de vous le dire, tout le monde contient tout, et donc il n'y a aucune autorité centrale. Concrètement, la blockchain, comment ça se structure? La blockchain, en fait, elle va servir à stocker des données et à garantir certaines propriétés sur ces données. Alors, comment sont stockées les données sur la blockchain? C'est marqué dans le nom, elles sont stockées sous forme de blocs. Et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur d'un bloc? On va trouver nos données sous forme de transactions. Une transaction, qu'est-ce que c'est? En fait, ça correspond à une opération, à un mouvement, à quelque chose qui s'est passé et dont on a envie de persister l'existence dans la blockchain. La blockchain, chaque bloc, en fait, il va en suivre d'autres. C'est pour ça qu'on parle de chaîne, parce qu'en fait, il y a plein de blocs qui se suivent. Et propriété très importante, c'est que les blocs, ils sont ordonnés chronologiquement, c'est-à-dire que un bloc se passe après l'autre, toujours, il n'y a pas de bloc en parallèle, il n'y a pas de blocs qui peuvent exister simultanément. C'est un bloc après l'autre, et chaque bloc n'a de validité que si jamais le bloc précédent est valide aussi. Pour garantir ça, qu'est-ce qu'on va rajouter dans notre bloc? En fait, chaque bloc va contenir l'empreinte de son bloc parent. C'est-à-dire que la signature de ce bloc, du bloc 42 par exemple, on va la retrouver dans le bloc 43. Ce qui veut dire que si mon bloc 42 est modifié et altéré, mon bloc 43 de facto va devenir invalide parce que le hash de son parent ne sera plus bon. Donc comme ça, avec ce système-là, la blockchain garantit que les données se passent dans l'ordre dans lequel on les envoie et surtout qu'elles ne peuvent pas être altérées a posteriori. Comment se représente une transaction justement dans cette blockchain? Prenons un exemple que Étienne veut me transférer 11 unités cryptographiques à moi. Donc elle est identifiée par un identifiant unique, l'origine d'Étienne, la destination Mike, pour moi, et un montant de 11. Évidemment, si tout le monde écrivait ça, ça serait beaucoup trop simple d'écrire la blockchain. Donc pour ça, il y a Étienne qui signe sa transaction et qui la valide avec sa clé privée associée à sa clé publique pour que tout le monde vérifie et atteste que c'est bien Étienne qui m'a envoyé de l'argent. Concrètement, sur le Bitcoin, c'est déjà un peu plus complexe. Comme vous le voyez, il y a toujours notre identifiant, il y a plusieurs from et plusieurs tout. La différence de Bitcoin, c'est qu'on est obligé de déplacer l'entièreté du wallet donc, pour faire le transfert. Donc, par exemple, dans notre exemple, nous avons deux portefeuilles qui appartiennent à Étienne, pourquoi pas. SQF où il a 10 BTC et 4 BTC sur un BY. Donc l'entièreté est déplacée vers 3 autres destinataires. Donc 1569 qui reçoit 3 BTC, 1861 excusez-moi, qui reçoit 8 BTC, et SQF, le retour, enfin le même que le from, qui reçoit 2 BTC en retour. Comme vous savez compter sûrement, ça fait pas, la somme ne fait pas 11 BTC, mais fait 10. Puisqu'on transfère 14 et un retour de 13. Le BTC de différence sert de validation de
de cette transaction que nous verrons plus tard. Sur Ether, c'est beaucoup plus simple concernant les from et les to, puisqu'on n'est pas obligé de transférer l'entièreté du portefeuille d'origine. Donc nous retrouvons notre from, notre to, notre amount à 11 Ether cette fois-ci. Par contre, nous avons, contrairement au Bitcoin où il y a deux rewards, enfin où il y a un BTC de reward, sur l'Ether il y a 2 rewards, le gaz et le gas price. Pour prendre un parallèle, je vais simplement dire que la transaction, on va prendre que c'est un chèque. Et pour l'envoyer, ce chèque, il faut une enveloppe, ce qu'on va appeler le gaz. La taille de l'enveloppe diffère suivant ce qu'on met dedans. Et le gas price, c'est simplement le time, si on veut qu'elle arrive plus vite ou pas. Concrètement, du coup, la création du bloc, comment ça va se passer? Chaque nœud en fait de notre réseau maillé de notre blockchain en fait, il va posséder un pool de transactions. Qu'est-ce que c'est que ce pool de transactions? C'est une réserve dans laquelle n'importe quel utilisateur de la blockchain va pouvoir envoyer une transaction. La seule responsabilité du nœud, ça va être de transférer cette transaction à l'ensemble des autres nœuds du réseau. C'est-à-dire que le nœud, en fait, il va accumuler des transactions et il va les transférer à l'ensemble du réseau. Une fois que nos nœuds ont toutes ces transactions, comment est-ce qu'on va les intégrer dans un bloc? C'est là qu'arrive un type de nœud très particulier dont vous avez sûrement déjà entendu parler, les mineurs. Les mineurs, leur objectif, ça va être de créer des nouveaux blocs à partir des transactions. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer la structure du bloc avec les métadatas dont je vous ai parlé quelques slides auparavant. C'est-à-dire qu'il va prendre le hash de son bloc parent, il va prendre le timestamp du bloc et il va prendre des transactions au hasard ou presque dans la pool. Je dis presque parce qu'en fait, en vérité, il va prendre les transactions qui lui ont offert la plus grosse récompense. C'est-à-dire que sur Ethereum, le gaz qui va être offert et sur Bitcoin, la différence de Bitcoin qui va être laissée en récompense pour le mineur. En plus de ça, le mineur, quel est son intérêt en plus de gagner l'argent des transactions à miner le bloc? C'est qu'en plus, il va également créer de la monnaie, c'est-à-dire qu'il va générer de nouveaux bitcoins, générer de nouveaux ethers qui vont lui être attribués. Une fois que le mineur il a réussi à créer ce bloc, à créer la structure de ce bloc, il va pouvoir commencer à essayer de le miner. Justement, le minage, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode simple, une méthode mathématique qui va servir à valider cette bloc pour que tout soit bon. Reprenons donc notre bloc d'exemple qu'Étienne va nous définir et nous allons définir donc cette formule mathématique que nous appellerons un hash, enfin hash. Donc nous y mettons toutes les données du bloc, donc DSB1 qui est le numéro du bloc courant, les numéros de son timestamp, de sa date, le B qui est le bloc parent, comme on a expliqué juste avant, et les 3 transactions en question. Évidemment, cette formule mathématique, quelle complexe qu'elle soit, elle est beaucoup trop facile pour tous les PC actuels, et du coup, on se retrouverait avec un bloc toutes les secondes, voire moins, et ça serait un petit peu trop difficile à s'y retrouver. Du coup, nous allons rajouter une variable en plus pour rajouter un petit peu de challenge, ce qu'on appellera le nonce. Ce nonce permettra de faire une validation de fait que notre nonce, enfin le retour de ce hash, commence par 3 fois 0. Du coup, nous allons commencer par chercher tous les nonces possibles, 0, 1, 2 jusqu'à l'infini, enfin pas l'infini, mais jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Donc nous allons trouver le nonce 0, le résultat par exemple de notre hash commence par A9, malheureusement c'est pas bon, on continue. Le 1, il commence par 2 fois 0, on y était presque, on va continuer encore un petit peu. Et on trouve notre nonce, donc 12345, qui commence lui par 4 fois 0. C'est bon, on a trouvé notre hash valide. Maintenant, c'est bien, on a notre hash, notre nonce et tout ça. Du coup, on va l'envoyer sur la blockchain, on va l'associer au bloc, et on va l'envoyer à tout le réseau pour que tous les mineurs valident aussi que ce nonce soit bon, et l'ajoute au reste de la blockchain. Maintenant, concrètement, sur le Bitcoin, qu'est-ce que ça donne? Alors sur le Bitcoin, on va déjà commencer par définir la méthode de hash. La méthode de hash utilisée, c'est un SHA-256 qu'on va appliquer 2 fois sur l'ensemble de nos datas. Quel est l'objectif du minage Bitcoin? C'est qu'on ne crée un nouveau bloc que toutes les 10 minutes.
Donc pourquoi 10 minutes? C'est un compromis qui est fait entre avoir une validation des données qui soit suffisamment rapide, qu'on ait suffisamment rapidement de nouvelles données dans la chaîne, et le fait d'éviter que ça soit trop facile que deux mineurs trouvent un bloc simultanément. Comment est-ce que Bitcoin, vous allez me dire, garantit cet intervalle de 10 minutes? Parce que c'est du calcul de hash, donc c'est-à-dire que plus j'aurai un ordinateur puissant, plus je vais rapidement réussir à trouver le résultat de mon bloc. Donc plus les ordinateurs deviendront puissants, plus le délai devrait tendre à diminuer. Alors Bitcoin, pour parer à ça, il va ajuster sa difficulté, c'est-à-dire que tous les 2016 blocs exactement, il va regarder quelle est la moyenne de temps entre deux blocs sur ces derniers blocs, et il va mettre à jour sa difficulté. C'est-à-dire que si jamais ma moyenne était inférieure à 10 minutes, elle va augmenter. Si jamais elle était supérieure à 10 minutes, la difficulté va diminuer. Concrètement, qu'est-ce que c'est mathématiquement le calcul de Bitcoin? Donc ça, c'est la définition que nous en a donné Mike. Sur Bitcoin, en fait, ça ressemble à ça. C'est bon? Ça veut dire qu'en fait, on va devoir trouver notre nonce tel qu'il soit égal à un immense entier divisé par une difficulté. Et c'est cette difficulté-là, c'est ce dé-là qui va être variable. Concrètement, aujourd'hui, notre difficulté, elle est égale à 3000 milliards, ce qui fait qu'en fait, on cherche un hash, un nonce tel que le hash commence par 18 zéros. Quel est le problème qui a été arrivé après Bitcoin? C'est qu'en fait, ce calcul SHA-256, c'est un calcul qui est assez bête et méchant. En fait, c'est une série d'opérations bit à bit à effectuer sur notre chaîne de données. Et en fait, ça prend juste de la mémoire, ça prend juste de la puissance de calcul du CPU. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens se sont aperçus qu'en fait, c'était beaucoup plus efficace de miner avec un GPU qu'avec un CPU. Parce que le GPU, certes, il est beaucoup moins intelligent, il a beaucoup moins de capacité qu'un CPU, mais cependant pour faire des opérations bêtes et méchantes, il est beaucoup plus efficace. Et un jour, il y a une société qui s'appelle Antminer et qui a décidé en fait de prendre que la partie GPU du coup des cartes graphiques, d'enlever la partie modélisation 3D, d'enlever la partie rendu vidéo, et en fait de créer une carte graphique avec uniquement des petits processeurs, des petits GPU dedans, qui sont là en fait uniquement pour miner du Bitcoin. Et est apparu ce qu'on appelle l'ASICS. Quel est le problème de ces ASICS qui sont arrivés? C'est qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un ASICS, vous ne pouvez pas miner du Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui ne va pas s'équiper forcément dans ce type de matériel-là, ses chances d'obtenir du Bitcoin vont être très faibles. Ça a déséquilibré en fait le minage du Bitcoin. C'est-à-dire que ça l'a rendu un peu inéquitable. Et les mineurs, ils sont tous en fait regroupés aujourd'hui dans des pools qui contrôlent en fait l'intégralité du minage Bitcoin. C'est pour ça qu'Ethereum, qui est sorti donc, qui est arrivé après Bitcoin, a décidé de changer le fonctionnement pour essayer de résister justement à cette stratégie des ASICS. Comment elle a fait ça? En fait, elle a simplement changé le hash. Au lieu d'utiliser le SHA-256, elle a utilisé un KECAC-256. Derrière ce nom barbare, en fait, c'est une variante du SHA-3. Et en fait, la particularité de ce type de hash, c'est que ça ne consomme pas uniquement du GPU, ça va consommer aussi une partie importante de mémoire et ça va demander beaucoup plus de ressources autres que du calcul bête et méchant. Ce qui fait qu'au final, les ASICS, les cartes optimisées pour effectuer une opération simple très rapidement, sont devenues inefficaces. Sauf qu'Ethereum ne s'est pas contenté de casser le système d'ASICS. Il a aussi dit, moi je vais réduire le temps entre deux blocs et je vais le passer à 14 secondes. Pourquoi ce choix? En fait, pour avoir des validations beaucoup plus rapides, pour qu'on ait des blocs beaucoup plus souvent, pour qu'on puisse avoir des données, des réponses et des informations beaucoup plus régulièrement. Comment est-ce que Ethereum fonctionne là-dessus? Légère différence avec le Bitcoin, il n'attend pas un certain nombre de blocs pour recalculer sa difficulté, il l'ajuste dynamiquement chaque bloc. C'est-à-dire que chaque bloc, il prend la difficulté glissante sur les derniers blocs pour connaître sa difficulté. Cependant, c'est là qu'intervient un nouveau problème, c'est qu'en 14 secondes, on aura forcément une difficulté beaucoup plus faible, ça sera forcément beaucoup plus simple de trouver un bloc. Donc ce qui se passe, c'est qu'on trouve beaucoup de forks sur la blockchain Ethereum. Un fork, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque deux mineurs vont trouver un bloc en même temps sur la chaîne. Et donc il va falloir
Il va falloir que la blockchain trouve un moyen pour se décider, pour savoir quelle est ma chaîne valide, quelle chaîne je dois faire confiance et quelle chaîne je dois abandonner parce qu'elle n'est pas valide. C'est ce qu'on appelle le consensus et c'est un point clé des blockchains. Sur le Bitcoin, justement, le consensus, comment ça se passe? Déjà, nous allons voir, nous allons retrouver nos nodes de minage que je représente en haut. Donc, nous allons prendre au hasard trois mineurs, mineur 1, mineur 2, mineur 3, que nous allons appeler pour que ça soit plus facile pour s'y retrouver. Et nous allons rajouter une timeline d'un bloc toutes les 10 minutes pour aussi s'y retrouver plus facilement. Au début, nous allons miner, donc voilà, tout se passe bien. Le premier bloc arrive sur le réseau. Il était validé, comme vu précédemment, avec le hash, le nonce, etc. Il est envoyé sur le réseau et le premier bloc de notre blockchain. Youpi! On va continuer. Le mineur suivant arrive. C'est le mineur 2 qui trouve son petit bloc. Il le valide, il l'envoie sur le réseau. Mineur 3, pareil. Jusque-là, tout se passe bien. Maintenant, nous allons voir qu'il y a deux blocs qui sont validés. Notre bloc que nous appellerons le bloc triangle et le bloc carré. Tous les deux ont un nonce valide, un hash valide, etc. Des transactions qui sont toutes bonnes. Donc, il n'y a aucune raison pour le moment de les refuser du réseau. Donc, ils sont envoyés automatiquement sur le réseau. Et voilà notre fork. Là, ce qui se passe, c'est que la blockchain, elle n'aime pas ce genre de truc. Elle va essayer de résoudre ce problème par un consensus que nous avons vu juste avant. Et pour ça, elle va prendre une variable que nous allons appeler poids, qui prend en compte l'entièreté de la blockchain, enfin les derniers blocs existants. Concrètement, du coup, la blockchain de droite, elle aura un poids de 4, comme vous l'avez compris. La blockchain de gauche aura un poids de 4 aussi. Pour le moment, les deux blockchains sont totalement identiques. Il n'y a aucune raison de les refuser. Et nous allons continuer à miner. C'est bien beau, mais qui va miner quoi? Notre mineur 1, pardon, lui, vu qu'il a récupéré le bloc triangle, il va continuer à miner son petit bloc triangle. Il n'y a aucune raison de changer. Pour lui, c'est lui la vérité. Pareil pour le mineur 3, c'est le bloc carré. Il va prendre le bloc carré comme vérité, cette blockchain-là. Le mineur du milieu, lui, il a le choix entre le carré et le triangle. Généralement, il va prendre le premier qu'il a reçu pour commencer à miner plus rapidement que ses petits copains. Du coup, ce qui arrive, c'est le mineur 2 qui a trouvé son petit carré, comme par hasard. Du coup, il est valide, il l'envoie sur le réseau, et nous retrouvons notre petite blockchain toute jolie, toute propre. Nous allons évidemment recalculer encore une fois le système de poids. Nous retrouvons du coup notre bloc de gauche avec un poids 4, notre bloc de droite, comme vous voyez, un poids 5. Vous avez tous compris, je pense. Le poids 4 est beaucoup trop faible. Du coup, c'est le bloc, la branche triangle, donc la branche de gauche, qui va disparaître. Et hop, voilà, c'est tout joli. Bien sûr, ça serait beaucoup trop simple si ça arrivait comme ça. Le mineur 1 pourrait, lui, ne pas comprendre cette information et s'entêter à vouloir miner le bloc triangle. Là, vous le voyez, déjà, il y a un bloc 4 qui est arrivé. Enfin, le bloc 4. Excusez-moi. Le bloc 4. Du coup, si le triangle voudrait arriver au bloc 5, il faudrait déjà qu'il rattrape son retard sur le bloc 4. Évidemment, les mineurs continuent à miner son petit bloc. Donc, il aura vachement de mal à rattraper son retard. Le mineur 1, lui, va abandonner sa recherche du bloc triangle et va miner son petit bloc carré comme tout le monde et va l'envoyer sur la blockchain. C'est pour ça qu'il faut, qu'on dit sur le Bitcoin, qu'il ne faut pas croire les 5 derniers blocs. Parce que justement, il peut arriver ce genre de mésaventure qu'un bloc qui était valide à une époque, il y a quelques blocs précédents, soit totalement soit annulé par la blockchain. Sur l'Ether, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Alors sur l'Ethereum, quelques petites différences. C'est que vu qu'au final, on a un bloc toutes les 14 secondes, c'est beaucoup plus régulièrement qu'on va avoir un fork et qu'on va avoir en fait la blockchain qui se sépare en deux branches différentes. Exactement comme sur le Bitcoin, notre blockchain va essayer de déterminer quelle est sa branche valide en cours, donc en calculant le poids de la même manière. Dans notre exemple en cours, les deux branches ont toutes les deux un poids de 2, donc on est dans le même cas que précédemment. Ce qui arrive beaucoup plus fréquemment sur l'Ether que sur le Bitcoin, c'est que nos deux branches
vont continuer à vivre chacune de leur côté sans qu'on puisse, comme Bitcoin le ferait facilement, déterminer laquelle est la plus valide. C'est pour ça qu'Ethereum, au lieu de considérer qu'une branche comme celle de gauche par exemple va avoir un poids de 3, elle va prendre en compte une partie de sa belle famille, elle va prendre en compte en fait son oncle, c'est-à-dire qu'on va accorder un léger bonus à une branche à partir du moment où elle a eu un fork dans ses blocs précédents. C'est ce qu'on appelle un oncle avec Ethereum. Donc là notre branche de gauche elle a un oncle, donc on va lui mettre un poids de 3,1. Et notre branche de droite également elle a un oncle, on va lui donner un poids de 3,1. Toujours pas de consensus. Chaque bloc va continuer, chaque chaîne va continuer donc à miner, chaque mineur va continuer à miner les deux chaînes. Jusqu'à que ce qui devait arriver arrive, on ait encore un troisième bloc qui arrive. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, un troisième mineur a trouvé un autre bloc qui est valide sur une des deux chaînes. Le calcul de poids continue, on trouve un poids de 4,1 sur notre branche de gauche, un poids de 4,1 sur notre branche du milieu, et toujours un poids de 4,1 sur notre branche de droite. On est loin du dénouement, me direz-vous? Pas forcément. Car dans les prochaines itérations, on va obtenir des informations supplémentaires qui vont nous permettre de décider quelle branche on gagne. On aura trouvé donc 2 blocs supplémentaires, exactement comme dans le cas du Bitcoin précédemment. On a une branche qui a un poids de 5 et une branche qui a un bloc de retard, donc un poids de 4,1. On va pouvoir immédiatement éliminer cette branche, parce que cette branche-là, elle a un poids inférieur. Et là où c'est vraiment intéressant avec Ethereum, c'est que notre branche de droite, maintenant, elle a gagné un oncle supplémentaire dans sa famille, et donc elle a un poids de 5,2. Donc un poids légèrement supérieur à notre branche triangulaire, notre branche de gauche. Ce qui fait qu'on va pouvoir immédiatement faire consensus et ne garder qu'une seule branche, la dernière branche. Et voilà déjà pour conclure cette brève mais intense petite démonstration sur Bitcoin et Ether. Évidemment, il n'y a pas que 2 seules blockchains, il y en a des dizaines et dizaines de blockchains avec des services totalement différents. D'ailleurs, nous avons montré un seul service sur Bitcoin et sur l'Ether qui est la transaction d'argent. Mais Ether, comme nous allons vous le montrer, enfin Étienne surtout vous le montrer d'ici quelques minutes, nous pourrons aussi faire des applications décentralisées dessus. Merci à tous pour votre attention. On espère que vous avez compris des choses. Peut-être pas tout, peut-être tout. En attendant, si vous avez des questions, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Oui, je vous propose de passer aux questions. Du coup, est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle pour poser la première question? Oui. Lorsqu'il y a des forks qui arrivent et qu'il y a une branche qui est détruite, est-ce qu'il y a des transactions qui peuvent être perdues du coup? Alors, non. Les transactions, en fait, elles vont vivre sur les 2 branches. C'est juste qu'elles ne seront pas forcément dans le même bloc. C'est juste ça la différence. Mais les transactions, elles seront soit dans les 2 branches, soit elles seront dans une seule branche et elles seront dans le transaction pool en fait, de la branche et elles seront en attente d'être validées. D'autres questions? Oui. On va repasser le micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour l'Ethereum, combien de temps peut durer un consensus? Combien de temps peut durer le consensus? Alors, Ethereum attend pour récompenser le mineur qui a validé une transaction qu'il y ait eu 100 blocs qui soient passés après sur la chaîne. Donc généralement, on peut dire qu'avec une centaine de blocs, on est tranquille. Avec Bitcoin, c'est 5 blocs, donc on attend le 6e, donc on attend 6 fois 10 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Avec Ethereum, on va attendre 100 fois 14 secondes, 140... je vous laisse faire le calcul, ça doit faire 20 minutes. Non? 1400 secondes, ça doit faire... Ouais, voilà, vous calculerez, mais un peu vous entre calculez 20 et bien. 30 minutes. J'avais vu des doigts se lever par là, je crois. Ouais. Bon, je vais passer le micro aussi. J'ai une question qui est un peu plus générale. Quelle est la raison d'être d'Ethereum au départ en fait? Pourquoi avoir créé une autre blockchain par rapport au Bitcoin? Alors Ethereum du coup a apporté... Bon déjà il y avait une vraie volonté de lutter contre les ASICs comme je l'ai précisé. Il y a eu une volonté d'avoir une blockchain plus rapide puisqu'on avait découvert des nouvelles preuves en fait comme quoi on pouvait accélérer le consensus et que ça pouvait quand même fonctionner. Et la troisième partie qui est celle que je vais vous montrer dans le live coding juste après, c'est qu'on voudrait mettre autre chose que de la crypto-monnaie sur une blockchain et donc Ethereum se proposait de mettre des applications décentralisées sur la blockchain.
Et pour être plus généraliste, on vous l'a montré sur notre slide de conclusion, il y en a des centaines en fait, de technologies blockchain différentes qui existent. Et en fait, elles ont toutes vocation à adresser une problématique particulière. Que ce soit la rapidité, que ce soit le coût, que ce soit de répondre à des besoins très précis. Elles ont toutes vocation à gérer de l'anonymat ou alors à gérer de la transparence. Elles ont toutes des vocations différentes. Ah, une question au bout de la salle, je me déplace. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on est sûr mathématiquement qu'il y a toujours un consensus qui va être trouvé? Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir des blockchains très très longues qui se développent en parallèle et qui bloquent le système? Alors, c'est là que c'est extrêmement intéressant cette technologie blockchain, c'est qu'au final, ça repose sur la bonne intelligence des mineurs. C'est-à-dire que les mineurs, s'ils avaient envie de foutre un peu le dawa et de chacun miner des branches et de s'entêter en n'ayant rien à faire en fait d'être récompensé, de gagner de l'argent, potentiellement ça pourrait mettre plus de temps à faire consensus. Mais les mineurs sont des gens intelligents et intéressés, donc du coup c'est l'appât du gain en fait qui les guide et qui va faire en sorte que le temps de consensus va rester assez court. Après, est-ce que mathématiquement on est sûr et certain qu'un jour il y aura consensus? Pour Bitcoin, oui. Pour Ethereum aussi. Pour les autres blockchains, j'ai pas lu tous les papiers. Oui. Mais alors ça veut dire que quelqu'un de malveillant avec de la puissance de calcul aurait la possibilité de bloquer le système? Alors la seule faille de sécurité, pour être très généraliste, qui existe sur les blockchains, c'est en fait si quelqu'un s'empare de 51% de la puissance de calcul totale de toute la blockchain, potentiellement il peut réécrire le passé. Il lui suffit d'un petit peu plus pour qu'il puisse réécrire le passé. Donc oui, c'est une faille. C'est pour ça qu'en fait la force de la blockchain réside dans le fait qu'il y ait suffisamment de membres et qu'elle soit suffisamment grosse pour ne pas s'exposer à ces genres d'attaques. D'autres questions peut-être? Oui. Alors moi j'avais juste une petite question, quelque chose que j'ai pas bien compris. Au niveau des pools de transactions, oui. C'est quelque chose qui est centralisé ou c'est quelque chose qui est réparti? Non, chaque nœud a son pool de transactions. Et chaque nœud a la responsabilité de transférer chaque transaction qu'il reçoit à l'ensemble des autres nœuds. Vu que c'est un réseau décentralisé. Et au niveau de la difficulté, c'est pareil? La difficulté, elle est calculée très concrètement sur les blocs précédents. Donc chaque nœud est à jour sur les blocs précédents, donc ils arrivent tous au même calcul. Une dernière petite question, après vous aurez l'occasion de discuter avec Étienne et Mike et tout le reste de l'équipe juste après. Bonsoir, c'est dans le cas des hard forks. Comment ça se passe en fait? Ils font exprès de trouver le même hash en même temps? Alors un hard fork, c'est l'ensemble des mineurs, ou disons plus de 51% des mineurs, qui décident d'arrêter la blockchain à l'endroit où elle est et de dire on repart quelques blocs en arrière ou une centaine, une dizaine de blocs en arrière. Un exemple par exemple sur Ethereum qui a eu lieu, j'ai pas la date en fait en gros il y a eu une application qui est sortie sur Ethereum qui a conduit à une perte d'Ethereum, des Ethereum qui ont été volés par une seule personne. En fait, l'ensemble des mineurs a décidé de repartir quelques blocs avant que le méfait soit commis. Et donc du coup, la chaîne qui existait telle qu'elle, elle était plus suivie par les mineurs. Ok, je crois que du coup, avant de passer à la seconde partie, je crois qu'Étienne a 2-3 questions à vous poser maintenant à vous dans la salle. Allez, 2-3 questions. Qu'est-ce que tu fais gagner, Damien? On fait gagner des super t-shirts. J'ai là à côté de moi Romu, un super t-shirt Hodl. Allez, c'est le juste prix. C'est le juste prix là un petit peu. À celui qui peut me donner la longueur actuelle à 1000 blocs près de la chaîne Bitcoin. On lève la main, on essaye de faire ça. On crie, c'est le marché. On crie, allez-y. On devine. C'est moins. C'est moins que 3 milliards. 256 quoi? Allez, il y en a qui regardent sur Internet. C'est plus. C'est plus que 1 million, c'est moins. 256, c'est plus. 256 000, c'est plus. C'est moins. C'est moins. C'est plus. C'est plus. C'est moins. C'est moins. C'est moins. C'est moins.
C'est moins. C'est moins. C'est moins. C'est moins, c'est moins, c'est C'est moins. moins, c'est moins. À 1000 près. Hein. C'est plus. Ah ah. Allez, entre 510 et 520 000. Entre 510 et 500, bah, les taux se resserrent. 519, c'est moins. C'est moins. 518, c'est moins. C'est moins que 515. Moins. 514, c'est oui. Qui l'a dit Là-bas. Vous avez gagné un super t-shirt Odell. Deuxième petite question. Allez, j'ai une deuxième question beaucoup plus facile. Et là, pour un super t-shirt, cette fois-ci pas Odell, mais Auctionity, qui est notre produit de. Moi, je préfère l'autre. Hein. Notre produit d'enchère sur la blockchain. Allez, en combien de décimales on peut diviser l'Ether, la monnaie? Sur l'euro, on peut diviser en 100, c'est les centimes. En Ether, on peut diviser par combien? 18, c'est oui. Ah, bah voilà. Et un super t-shirt bravo. d'Auctionity. Bravo. Et dernière petite Allez, une question. dernière parce qu'elle est assez impressionnante. Je vous ai parlé des ASICs, les fameuses cartes qui minent les bitcoins. Quelle est la puissance de calcul d'un ASICS dernière génération en H par seconde? C'est oui. Et oui, bravo. Ah. Là, devant, hop, un super t-shirt Odell. Hop. Merci. Ouais, je vous propose qu'on passe à la seconde partie de la conf avec une petite session de live coding par Étienne. Il paraît. Vous pouvez m'applaudir, oui, applaudissez-moi. Oui, applaudissez-le, encouragez-le là. Hop. On va finir sur un petit bout de présentation rapide, en 3 slides cette fois, pour vous parler rapidement d'Ethereum un peu plus en détail. Ethereum, c'est une blockchain qui gère une crypto-monnaie, donc l'Ether. Donc il faut vraiment différencier donc, la partie solution technique Ethereum de la partie crypto-monnaie Ether, qui elle n'est valable uniquement sur la chaîne live Ethereum. Et quel est l'avantage d'Ethereum en plus de gérer de l'argent? Ethereum, en fait, il apporte la gestion d'applications décentralisées sur la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui va pouvoir mettre un bout de code sur la blockchain Ethereum, et une fois que ce bout de code aura été validé, il aura été miné, n'importe qui pourra venir exécuter ce bout de code tel qu'il a été prévu originellement, et on est certain que ce bout de code ne sera jamais altéré. Concrètement, à quoi ça ressemble? En fait, on va écrire des smart contracts, des contrats intelligents, qui en fait correspondent à ce code qui va être compréhensible et exécuté sur la blockchain Ethereum. C'est codé dans un langage tout beau, tout neuf, qui s'appelle Solidity, qui est donc l'objet de la démonstration que je vais vous faire. Qu'est-ce que je vais coder? Je vais coder un système de traçabilité, par exemple, de micropuces, par exemple, pour équiper mes ASICs. Je vais avoir envie de tracer, je suis fabricant de micropuces, je vais vouloir tracer mes puces, depuis moi qui suis fabricant jusqu'à l'ensemble de mes revendeurs et en passant par mes customers, qui eux, après, pourront s'échanger les micropuces comme ils veulent. On va commencer par rentrer direct dans le vif du sujet. Hop, vous me direz si c'est assez gros, vous n'hésitez pas à crier si c'est trop petit. On va commencer directement hop, à rentrer dans le sujet. Hop. Donc à quoi ressemble ce langage qui s'appelle Solidity? On va avoir des fichiers en .sol, c'est original. Et derrière ça, donc on va commencer notre code comme ça, en lui donnant la version du compilateur qu'on veut utiliser. Donc on va pour lui donner la version du compilateur Solidity. Moi je vais jouer sur du 1.4.18. On va définir notre contrat, parce que le but du jeu c'est d'avoir notre contrat. Donc on va dire qu'il est là pour gérer des puces. Donc on va l'appeler Chips Manager. Tac. Et c'est un contrat, on va lui définir en fait en premier lieu à ce contrat un ensemble de propriétés qui correspondent en fait aux propriétés qui vont être écrites dans la chaîne, et que c'est ces propriétés-là qu'on va faire vivre et qu'on va permettre de faire évoluer tout au long des appels de ce contrat ultérieurement sur la chaîne Ethereum. Donc en gros, nous, pour gérer notre traçabilité, on va gérer l'adresse de notre fabricant, manufactureur, et on va gérer aussi en fait un tableau de toutes nos puces. En fait, le tableau, on va dire que c'est un mapping qui correspond en fait à un tableau d'entiers. Hop,
vers des puces. Hop, comme ça. Vous allez me dire, Solidity, il connaît les puces, il sait ce que c'est. Non, il connaît pas d'objet chip. En fait, l'objet chip, c'est nous qui allons pouvoir lui donner ça à travers une structure. Donc, on va pouvoir définir une structure chip dans laquelle on va pouvoir mettre en fait le détail de notre puce. Donc, on va lui donner un ID par exemple. On va lui donner un propriétaire, un owner. On va lui donner une date de création. Hop, qu'on va mettre sous forme d'entier. Les dates sont stockées sur le timestamp. Et on va mettre une date de possession, c'est-à-dire la date à laquelle notre propriétaire, la puce va changer de main en fait. Maintenant, on va pouvoir passer à l'écriture des méthodes de notre contrat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va permettre de faire, qu'est-ce qu'on va permettre aux gens d'exécuter sur la chaîne. La première chose qu'on va définir, c'est ce qui se passe lorsque le contrat est déployé sur la chaîne, c'est-à-dire lorsqu'il est lancé. Donc c'est une fonction qui s'exécutera qu'une seule fois et qui porte le même nom que le contrat. C'est comme ça qu'elle est identifiée par Ethereum pour être exécutée lors du déploiement. Donc en gros, nous, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment précis lorsque le contrat est déployé? On va juste définir qui est le fabricant, qui est le propriétaire en gros des puces, et on va dire que c'est la personne qui a créé le contrat. Alors on a une variable MSG qui est accessible en fait dans notre code à chaque appel de nos fonctions, qui correspond en fait à un ensemble d'informations sur le contexte dans lequel le code a été exécuté dans la blockchain. Donc on va avoir par exemple des informations sur notre bloc, on va avoir des informations sur le temps, le timestamp de notre bloc, on va avoir l'information sur qui a exécuté, donc en l'occurrence notre sender. On va avoir toutes ces informations là qui sont accessibles à l'intérieur de l'exécution de notre contrat. Donc là, ce qu'on fait lorsque notre contrat est exécuté pour la première fois, on sauvegarde qui est le fabricant. Et là, on va pouvoir commencer à définir en fait, on va pouvoir définir nos méthodes. Donc on va avoir une méthode par exemple pour rajouter une puce qui va être publique. Hop. Et on va avoir une méthode pour transférer une puce. C'est-à-dire je suis un utilisateur, je suis un revendeur, j'ai acheté une puce, je veux la transférer à quelqu'un d'autre. Je vais devoir appeler cette méthode-là. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de nos fonctions? Qu'est-ce qu'elles vont prendre en paramètres déjà? Donc quand on ajoute une puce, on va récupérer l'ID de la puce qu'on veut ajouter. On va récupérer l'adresse du propriétaire à qui on donne la puce. Donc je rappelle que c'est une méthode, normalement il n'y a que le fabricant qui va être censé pouvoir l'appeler. Donc il va pouvoir dire je crée la puce de cette ID là et je la donne à mon propriétaire Intel. Pourquoi est-ce qu'on préfixe toutes nos variables qui sont dans le scope de la fonction par un underscore? C'est parce qu'en fait toutes les variables globales du contrat, en fait, elles sont accessibles directement comme ça. Donc on les différencie par convention en les préfixant. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va être à cet endroit-là? On va utiliser donc notre variable chips qui correspond à notre mapping un peu plus haut. Et on va dire que notre chips de ID est égal à une nouvelle structure chip, hop, sur lequel on va lui donner l'ID, on va lui donner un owner, hop là, on va lui donner une date de création. Donc on a de la même manière qu'on a accès à un objet message, on a accès à une variable now qui contient la date du jour. Et on va lui mettre la date de changement de propriétaire qui en fait correspond du coup également à la date du jour, vu que là on crée la puce pour la toute première fois. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre méthode de transfert? Elle va simplement se contenter de changer simplement de changer le propriétaire. Donc en paramètre, elle va prendre quoi? Elle va prendre l'ID de la puce qui est transférée et elle va prendre un new owner par exemple, new owner, hop comme ça. Et elle va juste dire que notre chips de ID de owner, il est égal à new owner. Hop. Et on va aussi prendre que notre nouvelle date de possession, qui va donc égal à no. C'est-à-dire que lorsqu'on va transférer la chips, on va changer le nom du owner, et on va également lui donner la date à laquelle le owner a changé de main. C'est intéressant tout ça, on va peut-être avoir besoin de rajouter un peu de sécurité parce qu'on s'était dit que normalement il n'y avait que le fabricant qui pouvait rajouter des chips.
et il n'y avait que les propriétaires qui pouvaient transférer leur propre chip. Au niveau de cette fonction, déjà, on va vouloir s'assurer que c'est bien le propriétaire, le manufacturer qui l'exécute. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un modifier. C'est quelque chose qui existe dans d'autres langages. Ça permet en gros d'appliquer un ensemble de vérifications avant ou après l'exécution d'une fonction. Donc là, on va créer un modifier only manufacturer et on va dire qu'on vérifie que la personne qui a envoyé la transaction, mon message.sender, est bien égal à mon fabricant. Manufacturer qui est évidemment une référence à l'adresse du manufacturer qu'on a défini dans le constructeur. Notre modifier, en fait, il va falloir lui dire aussi à quel moment est-ce qu'il exécute le code de la fonction. Il peut l'exécuter avant ou après. Là, on va choisir de l'exécuter après en écrivant cet underscore point virgule. Après le code du require. Comment on utilise notre modifier dans notre méthode? Tout simplement, au moment de sa déclaration, après ses paramètres, on va juste appeler notre modifier comme ça, fonction addShip only manufacturer. J'ai trop zoomé. On va vouloir rajouter quelques propriétés de sécurité supplémentaires. On va peut-être par exemple vouloir vérifier que le produit n'existe pas déjà. Il faut savoir que par défaut, le comportement du langage, lorsqu'on lui définit une variable globale, on va dire, c'est que manufacturer par défaut, il va valoir 0,0000 et l'ensemble de nos chips mappés, en fait, elles vont toutes exister entre guillemets par défaut, elles vont et toutes les valeurs vont valoir 0. C'est-à-dire que ma chips de 0, elle va avoir un ID 0, ma chips de 1, elle va aussi avoir un ID 0, elles vont toutes avoir des informations à 0. Donc lorsqu'on va vouloir rajouter une chips pour la première fois, on va vouloir vérifier que cet ID qu'on lui donne, qu'on crée, n'est pas 0, puisque 0 est l'ID qui est utilisé par défaut par Solidity. Et on va aussi vouloir vérifier du coup que notre chips n'existe pas déjà. Donc c'est-à-dire que notre chips de ID, il est bien en ce moment égal à 0. Parce que s'il était égal à autre chose que 0, c'est-à-dire qu'on aurait déjà défini cette puce, et donc on n'a pas envie de redéfinir notre puce. Au niveau de notre transfert, là on va vouloir vérifier un peu de la même façon, mais l'inverse, c'est-à-dire que notre chips elle appartient bien déjà à quelqu'un. Par exemple, chips de ID, que le owner de la puce il existe bien, qu'il ne vaut pas 0 et surtout qu'il est égal en fait à celui qui a envoyé la transaction. C'est-à-dire que moi qui envoie la transaction transfert chips, il faut que je vérifie que cette chips m'appartient bien. Et je vais vouloir vérifier qu'en fait je ne me transfère pas la chips à moi-même parce que ça serait vraiment perdre du temps. Oh là. Je vais vérifier que mon ID .owner, eh ben, il est pas égal à mon new owner. Hop là, new owner. Hop. Paf. Donc le point virgule qui termine toutes les opérations du langage aussi. Hop. Donc là on a écrit un petit bout de contrat, on va essayer de voir ce que ça donne, on va essayer de le compiler. Si vous le voulez bien. Pour ça je vais utiliser une application qui prend beaucoup de place, qui s'appelle Ethereum Wallet, qui en fait permet en fait de gérer des wallets, qui en fait permet d'avoir un nœud. Donc là sur cet ordinateur là, j'ai un nœud qui est géré par cette application, un nœud de la blockchain Ethereum, sur lequel on voit j'ai 4 comptes à qui j'ai donné des petits noms et sur lequel je vais pouvoir compiler mon langage, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie. Alors ce nœud il est synchronisé, il n'est pas synchronisé sur la blockchain Ethereum Live. Il est synchronisé sur la blockchain de test Ethereum qui s'appelle Rinkeby, qui en fait permet d'obtenir des Ethers à moindre frais, à savoir gratuitement, et qui va me permettre du coup d'exécuter des tests ou de faire des démonstrations comme ce soir. Donc sur cette application, je possède 4 comptes, il y en a 3 qui vont nous intéresser. Je vais avoir un compte company sur lequel que je vais essayer de faire en sorte que ce soit mon fabricant de chips, un revendeur et un utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller déployer un contrat en tant que ma compagnie. Donc je vais choisir d'envoyer la transaction en tant que ma compagnie et je vais pouvoir essayer de lui mettre ici un bout de code, donc celui que j'ai, c'est bon, je l'ai bien copié, que j'ai envoyé là. Donc là on va voir si j'ai des erreurs de compilation.
mon Chips Manager n'est pas public. Donc il est assez strict hein, comme langage. Hop. Ok. Je vais lui mettre un petit près comme ça. Hop. Pas mal. J'avais prévu de faire plein d'erreurs dans ce code et que vous m'aidiez à débugger pour gagner des t-shirts, mais finalement non, vous n'aurez pas de t-shirts. Donc là j'ai mon code qui a compilé, donc je vais vous choisir de déployer mon contrat Chips Manager en tant que ma compagnie. Donc là lorsque je vais vouloir le déployer, en fait il va juste me dire quel est le gaz estimé. Donc en gros le prix du gaz et la consommation de gaz. Donc, comme Mike nous l'a expliqué tout à l'heure, en faisant la multiplication on obtient ce que ça va vraiment me coûter à moi. Il me demande ma passphrase. Oui. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire concrètement? Je viens d'envoyer une transaction sur la blockchain Ethereum de test, Rinkaby. Je peux la voir ici, ma transaction, elle est ici, elle est en attente de validation, donc de minage sur la blockchain de test. Hop. Là où ça va être intéressant, c'est que cette transaction, je vais pouvoir aller la vérifier, par exemple, sur Internet, dans ce qu'on appelle un block explorer. Un block explorer, donc c'est ça, c'est Etherscan par exemple pour Ether. Ça va me permettre en fait d'ausculter en fait l'intégralité de la blockchain. Je vais pouvoir avoir accès à l'intégralité des blocs. Donc ici, je vois que j'en suis au bloc 1 978 000. Je vais pouvoir surtout surveiller ma transaction et attendre qu'elle soit validée. Donc on sait qu'un bloc c'est toutes les 15 secondes, voilà. On a notre transaction qui vient d'être mise dans ce bloc là, qui a duré 14 secondes. Elle a été émise depuis ça, qui doit être l'adresse de MyCompany, et elle a créé un contrat qui est celui-là. Afin qu'on puisse, ce contrat, sur cette page contrat, chacun peut voir l'ensemble des transactions qui se passent sur ce contrat. Donc ce que j'aimerais faire, c'est vous partager ça, pour que vous puissiez avec moi suivre ce qui se passe sur ça. Donc si vous avez des téléphones, et si l'éclairage le permet, ça fait beaucoup de conditions. Un peu moins. Hop, je vous propose d'essayer de... Mince. Hop, je vous propose d'essayer de scanner ça pour accéder à mon contrat et voir ce qu'on va faire dessus par la suite. Hop. C'est assez gros, il y en a qui ont réussi? Ah, génial. Au fond aussi? C'est bon, super. Donc là, vous allez pouvoir voir, la vue sur la même vue que moi, hein, donc la vue sur mon contrat 0x07D042, je vous épargne la suite. Et donc on va essayer d'appeler les méthodes que j'ai codées tout à l'heure sur le contrat. Donc là, le contrat il a été déployé, il est dans la chaîne, il est inaltérable, je ne peux plus aller modifier le code a posteriori. Si vous avez envie d'utiliser ce contrat, vous pouvez être tranquille que le code ne sera pas modifié. Ce que je vais avoir envie de faire du coup, c'est de rajouter des chips à mon reseller. Donc je vais copier son adresse pour pouvoir aller utiliser mon contrat Chips Manager pour envoyer des infos. Donc là sur ce contrat, je vois que j'ai accès donc à ma propriété publique chips. Donc où là je peux voir qu'en fait ma chips, par exemple ma chips 1, bah, son ID c'est 0, ce que je vous disais tout à l'heure, tous les ID en fait que je peux utiliser, le résultat sera 0. Et je vois le manufactureur qui donc correspond à ma compagnie, à mon compte compagnie. Ici sur la droite, là je vais pouvoir choisir d'appeler une fonction ou une autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une chip. Je vais rajouter la chip 1 et je vais la donner à mon reseller. Donc j'ai une copie d'adresse. Là on va me demander en tant que qui je veux exécuter la fonction. Si par exemple en tant que reseller, j'avais envie de m'ajouter des chips à moi, il semble que cette transaction va échouer. Voilà. Ça veut dire qu'en fait là l'outil est suffisamment intelligent pour détecter en amont que la transaction va échouer, mais si jamais j'envoyais quand même cette transaction dans la blockchain, elle ne passerait pas, elle ne serait pas envoyée, elle ne serait pas validée en fait par les mineurs, elle serait rejetée du fait de mon code. Je vais choisir donc de l'envoyer en tant que moi-même, la société. Là on voit beaucoup moins de rouge. Je vais pouvoir saisir mon mot de passe que j'ai mémorisé depuis la dernière fois. Voilà, la transaction a été envoyée. Donc là, vous devez, normalement, si vous actualisez sur votre téléphone, vous allez voir la transaction, voilà, qu'elle est en attente sur la blockchain. C'est vous qui le consultez, hein, c'est pas moi. Je vais rajouter quelques autres chips. J'ai rajouté la chips 2. Hop, on va rajouter une troisième.
Je rajoute jusqu'à que la transaction soit validée, vous me faites signe. Hop. Paf. Là, mes transactions sont en attente. Ah, ma transaction, ma première transaction a été validée. Je vais pouvoir aller regarder un peu ce qui se passe maintenant quand je consulte mon tableau de chips. Si je regarde ma chips 1, voilà. Son ID c'est 1, elle appartient au receleur. Elle a été créée à ce timestamp-ci et elle est possédée également au même timestamp qui correspond à ma fonction add que j'ai exécutée. Je peux vous consulter du coup mes quatre chips qui sont présentes dans ma fonction. Maintenant, ce que je vais envie de faire, je suis le reseller, je vais avoir envie d'utiliser ma fonction de transfert de ma puce. Comment on fait? Toujours le même principe, je vais vouloir envoyer la fonction la puce 1, je vais choisir de l'envoyer à mon user final. Donc, je vais copier l'adresse. J'appelle ma méthode transfer chips sur ma puce 1. Je l'exécute en tant que... Bon, normalement, si je l'exécute en tant que myCompany, la transaction va échouer. Si je l'exécute en tant que le user lui-même, la transaction va échouer. C'est plutôt bien. Si je l'exécute en tant que le revendeur, ah, ça devrait marcher. Hop, paf, la transaction est partie. Donc vous pouvez la voir hein, toujours sur votre portable, sur le Block Explorer. Maintenant, par exemple, imaginons que j'ai envie que je sois reseller, que j'ai encore envie de transférer ma puce 1. Voilà, je peux plus. Elle n'est plus à moi. Pour retransférer la puce 1, il faut que je sois l'utilisateur pour avoir le droit de retransférer la puce 1. J'attends que ma transaction soit... Donc là, en fait, elle n'est pas encore validée dans la blockchain, mais lui, il me dit déjà que j'ai plus le droit de transférer la puce 1. Pourquoi? Parce que lui, il a créé la transaction dans la blockchain, donc lui, il en est au courant. Tout le monde n'en est pas encore au courant, mais lui, il est déjà au courant. Hop, on va attendre que cette transaction soit validée pour pouvoir valider que notre 1, ah ben voilà, c'est bon. Notre transaction 1, elle appartient à notre utilisateur. Hop. Voilà, un bref aperçu, je vais pas été trop long, un bref aperçu de la gestion des applications décentralisées sur Ethereum. Et un petit bout de code, un petit bout de contrat pour vous montrer comment ça fonctionne. Merci. Alors je vous propose de poser quelques questions à Etienne, si vous en avez. J'imagine que vous avez plein de questions à lui poser. Hop, on va commencer devant et après on passera derrière. J'avais une question. Du coup, le code il est public et j'ai vu qu'il y avait un onglet qui était. Je suis devant. Ah pardon, excuse-moi Paul. Il y a un onglet qui montre, qui dit contract code. Ouais. Et par contre, lui, il est pas trop visible. Il y a moyen de le rendre visible pour reconsulter le code. On et va le voir faire. ce que ça avait fait, Si ou... Kevin veut me remettre à l'écran, on va le faire parce qu'on a le temps. On a le temps. Ouais. Donc tu parles de cet onglet-là, j'imagine, sur le Block Explorer. Ok. Donc là, je copie mon code qui est ici. Je vais dans mon contract code. Donc oui, actuellement, là, vous pouvez voir le bytecode du contrat, mais vous savez pas trop à quoi ça correspond. En gros, le binaire est public, mais vous ne pouvez pas forcément comprendre à quoi ça correspond. J'ai la possibilité, si je veux rendre mon code public, et c'est ce que font les grosses applications, ça va être de lui donner mon contrat à manger à Etherscan, avec mon contract name qui s'appelle Chips Manager. Je vais pouvoir... On lui précise quelle est la version, donc 0418. Il me semble que j'avais fait des erreurs. Des erreurs. Non, il me manquait un truc en public. Ici. Je crois. Et on va pouvoir lui dire qu'on n'est pas un robot. Et lui demander de vérifier si le code... Donc en fait, il va compiler le code. Avec cette version du compiler, il va vérifier si ça correspond bien au bytecode que lui, il connaît. Et si c'est le cas, il va... Ok. Donc là, il est content. Hop. Donc là, en fait... Hop. Maintenant, dans mon contract source code... Wow. Mon contract source code, voilà. Donc j'ai un petit truc comme quoi mon code a été validé, ce qui fait que là, j'ai rendu accessible à tout le monde. Donc déjà, le contrat. Et en fait, qui est également en fait une signature au format JSON qui contient l'ensemble des fonctions avec les paramètres, les inputs et tout.
Quel est l'intérêt de ça? Donc ça, c'est-à-dire que n'importe qui, donc vous maintenant sur votre téléphone, vous avez accès ici à la liste, à la consultation des chips. Si je dis pas de bêtises. Oula, c'est pas très beau ça. Là, donc voilà, là j'ai query pour ma chips 1, je vois qu'elle appartient à cette adresse-là, qui doit correspondre à celle-là, 0FI, ouais voilà, F1. Donc voilà, donc en fait là vous pouvez consulter en fait l'ensemble des informations du contrat. Ouais, donc on l'a pas fait vu tout à l'heure, mais oui voilà, le onDate il a été changé, et alors que le createDate n'avait pas été changé quand j'ai transféré les informations de tout à l'heure. Donc là vous avez accès, voilà, vous pouvez voir aussi l'adresse du manufactureur en direct. Donc voilà comment on rend public une source sur notre contrat. J'ai vu qu'il y avait une autre main qui s'était levée par là. Hop. Et du coup, dans la blockchain là, d'Ethereum, les transactions, c'est soit des contrats, soit des dérivés de transactions, alors? Alors, une transaction, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un simple transfert d'argent, d'Ether. Ça peut être une création de contrat, comme celle que j'ai faite, la toute première ici, celle qu'on voit en bas là. Ça, c'est une création de contrat. C'est-à-dire qu'elle avait, en fait, la propriété d'une création de contrat, c'est qu'elle n'a pas de destinataire. Il n'y a rien dans le tout de la transaction. Il y a juste les données du contrat qui sont envoyées. Ou alors, ça peut être, comme les autres transactions du dessus, l'appel à un contrat où le tout devient un contrat du coup, et dans les données, on lui explique quelle méthode on veut appeler notre contrat. Sachant qu'on peut également envoyer de l'argent à un contrat. Un contrat, il peut avoir de l'argent, il peut avoir de l'Ether. Oui. J'ai une petite question sur la légalité, parce que là, dans l'exemple que vous montrez, on a de la traçabilité sur une puce qui passe de main en main, mais en termes de propriété au sens légal, est-ce qu'il y a une certaine légalité à ces contrats à l'heure actuelle? Non. Clairement non. Clairement non, il y a un cadre juridique qui est très flou autour des technologies blockchain. Que ça soit, on voit que c'est encore très flou pour tout ce qui est possession de crypto-monnaies. Alors, pour en arriver aux applications décentralisées et aux livres de compte dans la blockchain, il y a encore un peu de chemin à faire, mais de plus en plus d'États, en fait, parce que c'est au niveau des États, ils se posent la question, ils prennent certains des décisions rapides, d'autres moins, mais concrètement, il n'y a pas vraiment de cadre légal. Je pense qu'il y a très peu d'exemples. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des jurisprudences là-dessus, je sais pas. Je me tourne vers mes collègues, mais à ma connaissance, non, il n'y a rien de très concret là-dessus. Donc on ne peut pas imaginer, mis à part dans quelques années, que ce soit vraiment des preuves d'achat ou des choses comme ça avec un caractère légal. Par exemple, pour remplacer un notaire. Par exemple. Ou faire de la vente de biens via la blockchain, au-delà de la transaction financière. Oui, oui. Alors, il y a de plus en plus de sociétés qui se basent sur la blockchain Ethereum et qui se donnent comme mission en fait de tokeniser, c'est-à-dire de créer un lien entre un asset cryptographique et un bien physique. Donc il y en a qui essaient de faire ça avec l'immobilier, il y en a qui essayent de faire ça avec beaucoup d'outils différents. Cependant, ceux qui apportent la garantie de propriété, c'est pas la blockchain en fait, c'est cette société-là qui va garantir la tokenisation. Étienne, je me permets d'ajouter juste en complément, il y a déjà des éléments légaux, notamment il y a une ordonnance qui est passée en France qui légalise l'utilisation de la blockchain, par exemple pour inscrire un registre de titres pour une société. Donc vous avez la possibilité demain de comptabiliser des actions sur la blockchain, c'est déjà passé. Merci, chef. Par rapport à toutes les transactions qu'on a fait, qui a payé quoi comme frais? Et est-ce que le créateur du contrat doit payer des frais à chaque... Le seul qui paye des transactions, c'est le from. C'est la personne qui émet la transaction qui paye. Donc là, la création du contrat, ça a été la compagnie. Les générations au début, ça a été la compagnie. Et le transfert final, ici, ça a été le revendeur qui a payé les frais. Est-ce qu'il est possible de modifier le contrat une fois qu'on l'a publié ou il faut en publier un autre? Il faut en publier un autre. Une fois qu'il est publié, il est immutable. Le code, hein, pas les variables. Et comment on fait pour obtenir de l'Ether? L'Ether. Ah, de l'Ether. Alors la solution la plus simple, c'est de miner. Puisque lorsqu'on mine, on crée de l'argent, on crée de la monnaie, on crée de l'Ether.
Après, c'est aussi possible d'en acheter sur des marketplaces, sur des exchanges. En échange d'euros, en échange de bitcoin, en échange de n'importe quoi. Question à l'autre bout de la salle. Encore 2-3 petites questions, après on ira boire un coup, ce qui fait chaud dans la salle. Tu es limité en quantité de données que tu peux envoyer? Tu es limité par la taille de ton bloc, Ouais. qui, j'ai pas envie de dire de bêtises, de 10 mégas. C'est Mike, je me tourne vers Mike, c'est lui l'expert. 10 mégas, 10 mégas? Sur Ether, je sais plus te dire. Je crois que c'est 10 mégas. Donc oui. Encore une petite dernière question pour la route. Allons-y. Il y avait les deux dernières questions. Je propose à monsieur là et après je passe à monsieur là. Ok? On parlait de modification de contrat tout à l'heure. Comment, enfin, si j'ai envie d'avoir des nouvelles fonctionnalités, du coup, je refais un contrat. En fait, ça va être quoi les architectures de contrats entre elles? Alors les contrats, non, est-ce qu'un contrat peut appeler un autre contrat, etc. Enfin, voilà, c'est ça. Les contrats peuvent s'appeler entre eux. En fait, un contrat, il a une adresse. Si on lui donne un peu d'argent, il peut payer pour envoyer des transactions vers un ancien contrat. Donc oui, lorsqu'on émet son premier contrat, il faut penser comment est-ce qu'on le met à jour, comment est-ce qu'on le fait évoluer. C'est partie des problématiques que nous on a lorsqu'on crée des applications. Oui, il faut penser déjà comment est-ce que notre contrat, on peut tout arrêter si jamais ça se passe mal, comment est-ce qu'on peut le rendre caduc, comment est-ce qu'on peut lui permettre de migrer ses données. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Oui. Dernière question de monsieur, je crois, juste là. Oui. C'est pas bien clair pour moi la différence entre l'Ether, le gaz, tout ça, et qu'est-ce qui est échangé à quel moment, et le lien avec ce que tu vas avoir dans le contrat, tout ça. Ok, alors j'allais dire simple, mais non, c'est rien de simple. Le gaz, il est payé lorsqu'il y a une transaction. Donc là, je vais reprendre ma page de tout à l'heure. Hop. Donc en gros, il y a du gaz qui a été payé pour émettre cette transaction par cette personne. Il y a du gaz qui a été payé là, du gaz qui est payé à chaque transaction. Le gaz, il est calculé en fait en fonction de la capacité, de la difficulté d'exécution du code, au sens où dans le cas d'un smart contract, si jamais je fais un smart contract avec 50 if, ça va coûter plus cher à exécuter que si je fais un smart contract qui fait juste une assignation de variables. Chaque opération du code va faire en sorte que le prix en gaz va être plus élevé. Ce qui coûte le moins cher, en fait, c'est un transfert d'argent tout simple, qui coûte 21 000 gaz. Et après, une méthode comme les transactions que j'ai émises, elles peuvent valoir 34 000 gaz, celle-là. Voilà. Elle coûte 34 000 gaz. Ça, c'est évalué en fonction de la difficulté de la transaction. Concrètement, ce gaz, comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est payé à la fin? Ça me met un truc, voilà. En fait, la calcul qu'on expliquait en début de conférence tout à l'heure, c'est qu'en gros ça, voilà, le parallèle, c'est que ça, en fait, ça correspond en fait à la quantité de carburant que vous avez besoin. Et en gros, pour cette quantité-là, vous allez payer un prix unitaire en fait, qui est le gas price, qui est ici, qui est d'1 gigawatt ici. Et en gros, la multiplication du nombre de litres de carburant qu'il vous faut multiplié par le prix du litre du carburant va vous donner en fait ce qui va être payé. C'est comme ça qu'on calcule, ce qui est payé. Et tout ce total qui est payé, en fait, il est payé par du coup la personne qui a émis la transaction. J'espère avoir été à peu près clair. Etienne, je crois que pour terminer, tu as des questions à nous poser, des t-shirts à nous faire gagner. Les derniers t-shirts. Allez, on joue pour un t-shirt Hodl. Allez. Le même que tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a plein de blockchains, mais du coup, chaque blockchain, il y en a plein qui ont apporté leur propre crypto-monnaie sur le marché. Il y a un site qui les référence toutes qui s'appelle, je vous le dirai après. Combien de crypto-monnaies différentes il existe, d'après ce site? À combien près? Plus. 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 Moins. Plus. Moins. Plus. Plus. Moins. Les taux se resserrent? Oui. Oh, il a déjà gagné. T'as pas le... Ouais, voilà, t'auras le Hodl, du coup t'as la collection complète. T'as le Hodl, t'auras un Auctionity, allez, en inverse. Concurrent redoutable ce soir. Ouais, on a un vrai... Bon, t'as plus le droit de jouer, Paul, parce que t'as les deux t-shirts. T'as les deux t-shirts, ouais.
Deuxième petite question, Étienne. Allez, une deuxième question. On a beaucoup parlé d'Ether. Quel est le cours estimé d'après ce même site qui s'appelle CoinMarketCap? Quel est le cours de l'Ether? Un Ether, ça s'achète pour combien d'euros aujourd'hui, d'après ce site? Euros, moins. Oui. Qui Ici, je crois. Qu'il se dénonce. Voilà, vous avez gagné un super t-shirt. Hodl, ça tombe bien. Vous irez acheter du DRT comme ça un petit peu. Où êtes-vous? Je vous vois pas. Juste là. Hop, réception. Et ultime question, et après on ira boire un coup et manger un petit quelque chose à côté. Vous avez des petits gobelets dans vos sacs, donc du coup il faudra se munir de votre gobelet pour aller vous faire servir une petite bière. Et la dernière question, c'est toi qui as la réponse, Damien. Oui. Combien est-ce que vous êtes dans cette salle ce soir? Combien êtes-vous ce soir dans la salle assis? C'est moins. C'est plus que 42. C'est moins que 86. C'est plus que 75. C'est moins que 80. 76, mademoiselle, là-bas, voilà. Un super t-shirt Auctionity, merci à vous. Vous pouvez applaudir Étienne. Merci.